Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous des entrepreneurs, une tradition que l'on a maintenue malgré des circonstances défavorables. Et je voudrais remercier déjà tous nos invités qui se sont rendus disponibles, chacun à son bureau pour cette conférence, ce rendez-vous, cette table ronde, vous appelez ça comme vous voulez, qui va se faire en distanciel, mais avec un avantage, c'est qu'on peut être suivi en direct avec ce live qui est mis en place, en remerciant toutes les personnes qui ont permis son organisation. Alors, la conférence de ce soir, eh bien, elle a un thème évidemment, c'est réinventer les entreprises, les rendre plus agiles. Et avant d'en parler, je voudrais d'abord saluer les personnes qui sont les organisateurs, en l'occurrence la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens avec sa présidente Fanny Ruin, et puis le Courrier Picard avec son rédacteur en chef Michael Tassard qui va prendre la parole en premier. Michael Tassard. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Philippe l'a dit, on avait pris l'habitude de se retrouver chaque année. On appelle ça une table ronde. Alors cette année, la table est beaucoup moins ronde que les autres années. On se retrouve tous derrière notre écran d'ordinateur et c'est justement le thème de cette soirée. En fait, cette crise nous a tous appris à être agiles et on a appris à l'être par la force des choses. Donc, ce qu'on attend de ce rendez-vous de ce soir, c'est justement que vous nous parliez des méthodes, que vous nous guidiez, que vous nous aidiez à passer au mieux cette crise qui nous oblige à prendre de nouvelles habitudes. Et on s'est essayé déjà depuis quelques mois et maintenant il va falloir sans doute qu'on s'y fasse et sans doute que l'économie sera appelée à évoluer dans les années qui viennent. Alors là, on était un peu sur la marche forcée et sans doute qu'on va tous prendre après un autre rythme et on trouvera tous notre rythme comme pour la réunion de ce soir. Merci Michael Tassard, le rédacteur en chef du Courrier Picard, qui a cité le mot agilité. Ça va être un peu le mot-clé de ce soir. Et Fanny Ruin ne va pas me contredire en évoquant, elle aussi sans doute, cette nécessité pour les entreprises de se réinventer, de trouver de nouvelles manières de fonctionner. Donc, l'agilité. Fanny Ruin, présidente de la CCI d'Amiens, qui nous accueille, entre guillemets. D'habitude, c'est chez vous que ça se passe, Fanny. Mais là, bon, on s'est organisé autrement. Voilà, bonsoir à tous. Effectivement, il a fallu être agile aussi sur ce coup-là, même si on regrette un peu le manque de convivialité, mais on se rattrapera. Aujourd'hui, c'était important aussi pour nous de maintenir ce moment vraiment annuel que l'on a ensemble. Et puis, on se rend compte que lorsque les organisations patronales, l'État, les collectivités locales, les chambres consulaires travaillent ensemble, on arrive aussi à faire avancer les choses et bien sûr avec chacun son rôle bien défini, ce qui est important. Et ce Facebook Live est une preuve supplémentaire en fait de notre engagement, j'ai envie de dire, collectif et collaboratif sur le territoire. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je remercie tous les intervenants et Monsieur Delarosière, bien sûr, de venir nous éclairer aussi sur votre vision et puis de partager votre grande expérience. Merci Fanny Ruin. Mais justement, on va présenter maintenant les invités de grande qualité. Vous avez cité Jacques Delarosière, l'ancien directeur général du FMI. On est toujours un peu directeur une fois qu'on l'a été comme ça. L'ancien gouverneur de la Banque de France, l'ancien président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous avons également avec nous Stéphane de Butler, le président du MEDEF de la Somme, Sébastien Ormans, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme, Gabriel Hollander, le vice-président et président de délégation Pas-de-Calais de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et puis Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, doit nous rejoindre en cours de réunion. Alors Jacques Delarosière, si vous le voulez bien, je le répète, vous êtes l'ancien directeur général du FMI. Vous allez peut-être commencer par nous donner, vous aussi, la définition de ce mot que j'ai dit mot-clé pour cette soirée, l'agilité. Qu'est-ce que c'est pour vous l'agilité d'une entreprise ? L'agilité, c'est la capacité de réagir vite à des éléments extérieurs dont on n'est pas maître. Et la contradiction de l'agilité, c'est la vulnérabilité statique. Et la vulnérabilité statique se définit par peu de marge bénéficiaire, par beaucoup de charges, par beaucoup d'endettement et peu de fonds propres, et en fin de compte par peu de compétitivité et donc à l'égard des voisins et de la compétition mondiale, une balance des paiements en déficit. Alors, la question qu'on se pose finalement en cette période trouble, en ces temps de Covid, on n'a pas encore cité le mot Covid, il fallait que ça arrive, comment aider les entreprises en ces temps de Covid ? Comment on doit s'organiser pour ce faire ? Oui, alors je suis particulièrement heureux
d'avoir été invité ce soir, parce que mes liens avec la Picardie font que ça me va droit au cœur. L'idée centrale que je voudrais exposer rapidement auprès de vous, c'est que la crise ou la vulnérabilité ou la fragilité des entreprises françaises dépasse de beaucoup la crise du Covid. Certes, la pandémie a aggravé considérablement l'état de santé des entreprises, et, puisqu'on a fermé une partie de l'économie. Et c'est indispensable de réagir, comme on l'a fait d'ailleurs en grande partie. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je vais prendre une image médicale. Si le virus s'attaque à une personne qui est atteinte d'une grave déficience cardiaque, il faudra certes s'attaquer au virus, mais il faudra aussi traiter la faiblesse cardiaque. Or, depuis une quarantaine d'années, nos entreprises sont soumises à une continuelle, je dirais, action, malheureusement, des pouvoirs publics vers leur affaiblissement. Alors, je vais le résumer en quelques mots. Si vous avez dans un pays des charges publiques très lourdes, qui dépassent celles de vos voisins, vous réduisez la compétitivité des entreprises parce que vous demandez aux entreprises, comme aux autres agents économiques, de payer pour cette surcharge de dépenses publiques. Et les prélèvements obligatoires en France, et qui sont payés en grande partie par les entreprises, représentent 45% de notre PIB, alors que dans un pays comme l'Allemagne, c'est 35%. Il y a donc 10 points d'écart de PIB de surcharge en France, et ces 10 points sont un élément de vulnérabilité évident. Si j'ai un boulet au pied qui représente le 10e de la richesse nationale à traîner pour me développer et faire mes activités, je vais être en situation pénalisée par rapport à l'extérieur. Et dans ces charges obligatoires, dans ces prélèvements obligatoires, il y a en particulier des impôts sur la production qui sont très lourds en France, des impôts sur les salaires, des impôts fonciers, toutes sortes d'impôts qui pèsent sur les entreprises. Et heureusement, le gouvernement a décidé de réduire les charges qui pèsent sur la production d'une vingtaine de milliards d'euros. C'est certainement une très bonne décision et je m'en réjouis. Mais, sans vouloir rendre les choses trop sinistres, après cette réduction de 20 milliards, il y aura encore 75 milliards d'euros de plus à payer en France sur la production que, par exemple, en Allemagne. Et vous savez très bien que malgré les réductions depuis ces dernières années des cotisations patronales qui ont été décidées par les pouvoirs publics, et en particulier la pérennisation du crédit d'impôt compétitivité en 2019, malgré cela, il reste encore un surcroît de paiement de cotisations sociales par les entreprises qui est de l'ordre de un peu plus de 5 points de PIB. Alors, il résulte de tout ça que les entreprises ont du mal à investir, et si on a du mal à investir, on a du mal à se développer, on a du mal à être agile, on a du mal à tirer parti de circonstances souvent difficiles. Alors, on est moins compétitif à l'exportation, ce qui est cohérent avec un chiffre de déficit de balance commerciale qui va sans doute passer à 60 milliards d'euros en 2020. C'est cohérent avec un endettement de nos entreprises qui est un des plus élevés du monde. Et il est un des plus élevés du monde parce qu'il n'y a pas assez de marge bénéficiaire qui permettrait de constituer des fonds propres. Et tout ça se réduit malheureusement par une désindustrialisation qui est très marquée. Il faut savoir que en 20 ans, de 1998 à 2018, la part de l'industrie dans le PIB français est passée de 17% à 13%, ce qui est une chute absolument considérable. Alors ça, c'est la première idée, et je ne veux pas, comme on dit, gâcher la soirée
en disant trop de choses négatives. J'ajoute d'ailleurs que ce sont des choses négatives qui sont calculées d'une manière statistique sur l'ensemble des entreprises. Il y a heureusement en France des entreprises qui ne sont pas fragiles, qui sont agiles, qui ont des fonds propres, qui ont des marges bénéficiaires et qui réussissent. Donc, ma description est une description de statisticien macroéconomique. Alors, vous voulez dire, M. de la Rosière, je oui. me permets de vous couper, vous voulez dire, Oui. pour faire simple, que la Covid ou le Covid, on l'appelle comme on veut, finalement n'a fait qu'accentuer une problématique qui existe depuis un certain temps. Et oui, et alors elle l'accentue très gravement parce que c'est une pandémie qui a conduit les pouvoirs publics, dont la préparation à l'idée de la pandémie était, je dois dire, peu agile, et ça a conduit les pouvoirs publics à fermer l'économie en grande partie. Et donc, ça a atteint immédiatement qui? Les entreprises. Et alors, on a beaucoup, et on a bien réagi lorsque la pandémie a éclaté, en donnant aux entreprises beaucoup de facilités de survie immédiate. On a par exemple fait des reports d'échéances fiscales, sociales, parce qu'on ne pouvait pas obliger les gens à payer ric-rac ce qui n'était pas payable. On a fait des prêts bancaires garantis, des PGE, garantis par l'État entre 70 et 90%. Et ces prêts bancaires sont destinés à permettre aux entreprises touchées par la crise de continuer à tourner dans l'immédiat. On a consenti des facilités de chômage partiel qui sont absolument fondamentales et qui permettent à des entreprises dont le chiffre d'affaires a énormément baissé de continuer à garder du personnel, étant donné qu'ils bénéficient du chômage partiel. Il y a aussi la prime pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans, avec les contrats d'au moins 3 mois. Toutes ces mesures sont très bien vues, mais elles ne suffiront pas. Et c'est là que je voudrais terminer, si vous le permettez, parce que c'est peut-être ce que je peux apporter de plus utile à cette table ronde. Parce que si on se borne à reporter les échéances ou à accorder de nouveaux prêts garantis et à reporter les échéances des anciens prêts garantis, si on fait ça, on stabilise un peu l'état actuel de la santé des entreprises, mais on ne résout pas le problème fondamental qui est celui de cette table ronde, qui est celui de l'agilité. Parce que, oui, d'accord, on pourra peut-être survivre encore quelques mois, voire une année ou deux, avec des aides de caractère bancaire. Mais ça veut dire que on ne pourra pas vraiment investir. On vient de calculer, l'Institut Rexecode, qu'avec la chute de 10 points de PIB, c'est-à-dire une croissance négative de 10%, de moins 10%, l'économie française, au cours de l'année 2020 et de l'année 2021, va perdre à peu près 200 milliards, ou en tout cas plus de 100 milliards de capacité d'autofinancement. Vous savez que les entreprises se financent en grande partie, pas seulement par la dette ou par la levée de capitaux, mais aussi par leurs profits, par les fonds propres qu'elles dégagent. Et ces fonds propres vont être amputés à hauteur de l'ensemble de l'économie de plus de 100 milliards, ce qui est considérable. Alors, comment voulez-vous, avec une pareille amputation de la capacité d'autofinancement, comment voulez-vous développer l'agilité, la réactivité, la compétitivité des entreprises? Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, et j'en terminerai par là, c'est d'aller plus loin que l'excellente mesure qui a été prise il y a peu de temps dans le cadre du plan de relance et qui est cette facilité de 20 milliards de prêts participatifs. Les prêts participatifs sont des prêts qui sont souscrits en général par des banques, des institutions financières pour plusieurs années, 7 à 10 ans, et puis après c'est remboursé. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Parce que compte tenu de l'ampleur de la crise, il va falloir aller plus loin et consentir de vrais fonds propres, c'est-à-dire des fonds propres non remboursables, sauf par dividende lorsque les affaires vont bien. Et pour faire ça, il faut attirer de l'épargne.
Or, l'épargne française, qui est très abondante, qui est une des plus abondantes de l'Europe et du monde, cette épargne française, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est hostile, averse au risque. Et l'idée que l'épargne française se précipitera dans l'octroi de fonds propres aux entreprises est une idée qui est irréaliste. Alors que faire? Il faut garantir les apports en capital qui seront financés à partir de l'épargne. Parce que si vous dites à l'épargnant, au lieu de mettre votre argent uniquement dans les caisses d'épargne et dans l'assurance vie ou dans les OAT, au lieu de faire ça, vous allez participer à la renaissance financière des entreprises françaises en prenant des participations dans les entreprises, et en particulier dans ce que moi je considère comme les plus importantes des entreprises de France, les entreprises moyennes et petites. Alors, les gens vous diront, il n'en est pas question. Mais si l'État apporte une garantie de capital, c'est-à-dire vous mettez 100 et vous serez garanti que quoi qu'il arrive, même si l'entreprise dans laquelle vous avez investi fait de mauvaises affaires, vous aurez vos 100 à la sortie, alors la donne est tout à fait différente. Parce que ce genre de capital risque dont je parle est un capital qui ne sera pas rémunéré à 0%, comme tous les instruments financiers aujourd'hui. Il sera rémunéré autour de 5, 6, 7, 8%. Et donc, le coût de la garantie pour l'État, qui est de l'ordre de 2% dans ce genre d'affaires, fera qu'en fin de compte, on aura encore une rémunération très alléchante par rapport au 0%, voire au taux négatif qui nous sont offerts. Et donc, je me permets, à travers votre table ronde, puisque moi je suis un citoyen maintenant lambda et que personne ne m'écoute, mais là, vous me fournissez... On vous écoute religieusement, en tout cas, ce soir. Vous me fournissez une chose formidable, un tremplin formidable, parce que vous êtes à la Chambre de commerce, avec tous les organismes, le MEDEF, le Courrier Picard, que j'admire depuis toujours. Vous êtes une chambre de résonance. Et donc, je vous demande de bien vouloir répercuter cette idée de vrais fonds propres, assis et stabilisés par une garantie de l'État. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Delarosière. Et on va voir tout de suite s'il y a une vraie résonance, s'il y a écho à votre propos avec Stéphane de Butler-Dormont, qui est le président du MEDEF dans la Somme. On s'est parlé hier et on a aussi parlé du mot agilité. Stéphane, comment réagissez-vous déjà au propos de M. Delarosière? Moi, je trouve que, bon, on sent chez M. Delarosière, hein, on connaît son expérience et le fait qu'il soit très conscient de la situation. Il a dressé un grave constat des risques qu'il y a sur notre société, une fragilité de notre système économique, des fonds propres des entreprises, et puis également un poids du système qui fait que quand on parle d'agilité, on parle de l'agilité de l'entreprise, mais il faut aussi avoir une agilité du système parce qu'on n'arrivera pas à être agile si l'écosystème autour de l'entreprise n'est pas agile. Et bien évidemment, sa proposition de renforcer les fonds propres des entreprises est essentielle et le fait d'apporter une garantie est quelque chose que nous allons remonter dans nos plus hautes instances nationales. Et je m'en ferai fort de remonter ça très haut. Je voulais parler un peu en introduction que nous vivons un choc collectif. Ce choc déclenche des craintes. Nous avons une conscience de menace du système et comme le disait Jacques Delarosière, c'est très révélateur de cette fragilité et on invente plein de concepts en ce moment. On invente le concept de la résilience, de l'entreprise agile, de la souveraineté, du monde d'après, du leadership de management. Tout ceci sont des concepts dont on parle, mais les problèmes sont sous-jacents et sont lointains. Vous voulez dire que ce sont des phrases à la mode, des phrases choc? Comment ? Vous voulez dire que ce sont des phrases à la mode, des phrases choc pour marquer les esprits? Disons qu'on a inventé le monde d'après parce qu'on avait peur du monde présent également et qu'il va falloir y travailler et pas simplement l'inventer aujourd'hui. Donc tous ces concepts en fait révèlent une nécessité que ça va bouger, qu'on va avoir une économie, c'est clair, elle va repartir, mais quand? Et qui en bénéficiera en premier? Quels seront les gagnants et quels seront les perdants? Et si notre société, elle, n'est pas agile et nos entreprises pas agiles, notre société sera les perdants de cette reprise. C'est ça la grande risque, c'est qu'on pourrait arriver dans une récession économique forte si on n'arrive pas à reprendre le dessus
Et comme le disait Jacques de la Rosière, si on ne crée pas les conditions fondamentales à cette reprise, malgré le plan de relance, ce n'est pas ça qui suffira. Il faut fondamentalement que le système économique soit en capacité de reprendre. Et être agile, comme il l'a très bien défini, c'est pouvoir adapter finalement notre économie, c'est-à-dire nos entreprises et notre système, à un monde qui va profondément bouger et qui va profondément rebattre les cartes. On va être en phase de contradictions, mais qui sont terribles. On va avoir des opportunités nouvelles, ça veut dire des disparitions d'anciens métiers, d'anciennes filières, donc il va falloir le gérer. On va être face à une mondialisation qui va se repartir, où on parle de souveraineté, et on a un risque de repli sur soi, il faut éviter ça. On va avoir du chômage alors qu'on va avoir besoin de compétences. On va avoir de l'enrichissement et de la paupérisation de la société. On va avoir une Europe qui va se débrouiller comme elle peut alors qu'une Asie aujourd'hui est en train de repartir. La Chine a fait plus 1% d'activité par rapport à l'année dernière aujourd'hui. Donc elle est très très en force. Et est-ce qu'on va avoir une politique solidaire ou guerrière? Ce sont des points importants au niveau équilibre international, avec fondamentalement une confrontation entre la crise de l'offre, puisqu'on aura moins d'offreurs industriels, et une crise de la demande, parce qu'on va avoir une paupérisation. Tout ça va se confronter dans les mois à venir. Et notre économie, il va falloir qu'elle y trouve de l'agilité pour pouvoir s'adapter, et c'est loin d'être évident. Hein, c'est pas quelque chose qui se décrète, l'agilité, c'est quelque chose qui se travaille. Stéphane de Bettler, on a une question d'un internaute qui nous suit, et d'ailleurs j'invite tous ceux qui sont devant leur écran et qui ont des questions à poser de ne pas hésiter à les envoyer aux équipes du Courrier Picard sur le site internet du Courrier Picard et sur Facebook pour que l'on puisse vous les poser. Une question justement qui rejoint, à mon sens, mais je ne suis pas un spécialiste, une contradiction. Elle est de François Duclerc, il nous a même donné son nom de famille, donc il va se reconnaître. Les entreprises ne veulent pas d'aide financière, dit-il. Elles veulent des mesures qui relancent la consommation, elles veulent des commandes. Comment peut-on redonner confiance aux acteurs économiques? C'est vrai que les entreprises ne veulent pas d'aide financière? C'est-à-dire que les entreprises, elles ne sont pas faites pour ça. Les entreprises, elles veulent des conditions financières qui leur permettent d'être compétitives, de se battre sur l'international. Elles ne sont pas à la recherche d'aide. Souvent, elles vont rechercher des aides là où elles n'y arrivent plus. Donc, elles sont obligées d'avoir des aides pour compenser un modèle économique qu'elles ne veulent pas. L'entreprise est créatrice de valeur, elle n'est pas consommatrice de valeur. Or, fondamentalement, l'aide financière, c'est une valeur qui a été épargnée, je dirais, quelque part par l'État et qui va revenir sur l'entreprise. L'entreprise, elle veut créer de la valeur et elle veut redistribuer cette valeur sur les salariés, sur les impôts. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les entreprises veulent pouvoir investir, veulent pouvoir embaucher, veulent pouvoir gagner des parts de marché, mais elles ne sont pas fondamentalement heureuses quand il leur faut une subvention pour s'équilibrer, c'est clair. Alors, il y a un mot qui est important. Comment peut-on redonner confiance aux acteurs économiques? C'est le mot confiance. Monsieur de la Rosière, quelque part, à sa manière, l'a cité dans sa conclusion. Il faut inciter l'épargnant à se rapprocher des entreprises. Aujourd'hui, on parle d'agilité, mais on parle d'entreprise fragile. Et une entreprise, elle ne gagnera pas simplement parce qu'elle est agile, il faut aussi qu'elle soit forte. Or, si elle n'a pas de quoi s'imposer sur un marché, si elle n'a pas d'une stabilité financière, si elle n'a pas de savoir-faire, une protection, elle ne va pas y arriver. Si elle est en permanence menacée parce que son équilibre quotidien pourrait s'effondrer, elle ne sera pas sereine pour aller se battre. Donc, elle a besoin de cette stabilité et les indicateurs aujourd'hui français ne lui donnent pas spécialement de confiance dans un environnement qui, lui, est très, très important aujourd'hui. Sébastien Romance, vous êtes, vous, le président du CPME, de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Comment réagissez-vous aux premiers propos de cette table ronde? Si vous m'entendez. Et tout d'abord, oui, je vous entends. C'est très grand honneur d'être aux côtés de M. de la Rosière, qui a fait tant de choses dans sa carrière. Par ailleurs, je suis assez d'accord avec ses propos. Aujourd'hui, il est vraiment essentiel que l'on puisse trouver des solutions pour renforcer les fonds propres des TPE-PME pendant cette période difficile. Néanmoins, au-delà de ce message que je demanderai à mon président national, François Asselin, de faire passer aussi à nos autorités économiques, notre priorité, ça reste aujourd'hui quand même d'assurer la survie des TPE
au premier trimestre 2021. Il va y avoir du travail, ça ne va pas être simple parce que effectivement les premiers emprunts sont remboursés, les charges sociales commenceront à être remboursées, et tout ça va créer une complexité en plus de la perte de rentabilité des entreprises liées au port du masque, aux gestes de distanciation. Et je parle encore des discothèques, des bars, des restaurants où on voit, voilà. Donc la priorité à la CPME, ça reste de traiter les cas un par un, de trouver des solutions à tous les entrepreneurs pour qu'ils ne passent pas. Et effectivement, ensuite, le contexte économique de la France ne facilite pas les choses au niveau des marges réelles, effectivement, au niveau des prélèvements de manière générale. Et on a vraiment un travail à faire sur ce sujet-là. Alors, il y a une question d'un internaute qui rejoint une partie du propos que vous venez de tenir. Je ne vous entends pas très bien, j'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez parlé des restaurateurs à un moment donné. Beaucoup de restaurateurs vont fermer ou ont fermé, nous dit Arthur. Que faites-vous pour ces entrepreneurs particulièrement en difficulté? Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs pour accompagner la fermeture des dispositifs qui permettent effectivement de continuer pour les dirigeants à recevoir un petit revenu, le 3CL aussi pour leurs salariés, mais c'est tout à fait insuffisant. Donc, on continue à cette zone nationale avec les services de M. le maire et avec Alain Grézé pour trouver des solutions. En attendant, lorsqu'un entrepreneur, un restaurateur nous appelle, eh bien déjà, on l'aide à monter ses dossiers, on l'aide à trouver donc, une solution concrète pour avoir de la trésorerie. Et aujourd'hui, jusqu'ici, ça a fonctionné pour toutes les personnes qu'on a suivies qui courbent-ils, mais réussissent à passer cette période. Et d'ailleurs, si des auditeurs de cette table ronde sont dans une situation difficile, qu'ils n'hésitent pas à contacter la CPME, on sera là pour eux et plus motivés que jamais. Oui, c'est important ce que vous soulignez parce que voilà, les aides existent, on le sait, on les comprend pas, tout dépend un peu de l'attention qu'on peut porter à tout ça. En tout cas, parfois, on s'y perd dans les méandres administratifs pour constituer les dossiers nécessaires. Donc, vous apportez une assistance. Si vous voulez, on a accompagné déjà je crois qu'on peut dire maintenant des centaines de chefs d'entreprise au niveau de la région de Haut-Rhin, c'est certain, au niveau de la CPME, on l'a accompagné pour monter Alors, je ne sais pas si le problème de son que j'ai avec vous est général. Est-ce que les autres intervenants vous entendent bien? Michael Tassard, le rédacteur en chef du Courrier Picard, est-ce que vous entendez bien Monsieur Sébastien Ormand? Mais non, effectivement, je crois que le son coupe un petit peu et c'est Alors, Monsieur Ormand, ne nous en voulez pas, on va essayer de régler votre problème de son. On vous retrouve après, on va poursuivre avec nos autres intervenants, sachant quand même que vous pouvez tous intervenir, hein. Ça peut être un débat contradictoire ou pas d'ailleurs, mais chacun peut intervenir à tout moment, hein. Je vous vois tous normalement et je devine quand vous avez envie de vous exprimer, donc n'hésitez pas. Monsieur Gabriel Hollander, vous êtes avec nous également. Vous êtes président de délégation Pas-de-Calais de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, les artisans, les commerçants, eux aussi sont en difficulté et ont besoin, évidemment, hein, j'enfonce une porte ouverte, de votre aide. Oui, alors pour information, je suis aussi le vice-président de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, du département du Pas-de-Calais. Et bien voilà, oui, tout à fait. Sur votre CV. Alors, tout à fait, nos artisans et commerçants ont besoin de nous, mais j'aurais peut-être une note un peu plus positive que les intervenants précédents. On est surtout preneurs des notes positives, allez-y. Oui, alors, d'une part, nous, la Chambre des métiers, aujourd'hui, tous nos collaborateurs et tous les élus, on n'a qu'un objectif, permettre à nos artisans de bénéficier de tous ces dispositifs qui sont mis en place. Parce qu'on entend tous parler de milliards, de millions, France Relance, la région, les agglos et parfois même les communes. Mais vous l'avez dit, c'est parfois bien compliqué et pas toujours lisible. Donc, tout faire pour que nos artisans puissent bénéficier de ces dispositifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'artisanat, c'est 4 grands secteurs. Aujourd'hui, le secteur de l'alimentation de détail, fonctionne très bien. Je peux même dire que c'est un secteur qui cartonne. Nous avons les entreprises artisanales du bâtiment
qui globalement fonctionnent bien à très bien. Je les ai encore rencontrés depuis le début de la semaine. Tous nos amis artisans et commerçants qui ont pu rouvrir depuis samedi, notamment tous les métiers de service, ça a bien redémarré. Ça n'a pas redémarré vraiment en pointe, mais ils préfèrent comme ça car ça va s'étaler certainement sur tout le mois. Et donc, il y a quand même des bons signaux. Bien sûr, je partage l'avis de Sébastien sur le fait qu'il y a des secteurs où c'est dramatique, l'hôtellerie, la restauration, mais là aussi, nous avons un rôle pour que… Il y a quand même des dispositifs et des mesures qui, je l'espère, leur permettront de surmonter cette crise, ces secteurs les plus difficiles. Mais encore là, faut-il qu'ils puissent bénéficier de tous les dispositifs, que ce soit au niveau patronal ou le chômage partiel et ainsi de suite. Donc, vous voyez, j'ai quand même quelques lueurs d'espoir. Et si vous le permettez, quelques commentaires aussi. Je partage tout à fait M. de la Rosière sur l'épargne. Mais ça, c'est un problème français par rapport aux pays anglo-saxons. Il n'y a pas au collège, au lycée, il n'y a pas suffisamment d'éducation économique et financière. En France, un dividende, un actionnaire, oh là 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 là, ça fait peur à tout le monde, alors que ça finance l'économie. Et non seulement les épargnants ont un rôle important pour effectivement amener leur placement dans les entreprises, mais aussi ils ont aussi un rôle important au niveau de consommer. La véritable croissance, c'est la consommation. Et là aussi, ils ont un rôle important à jouer. Je note que par rapport à l'épargne, d'ailleurs, l'État commence à faire des efforts, puisque je n'ai pas encore approfondi, mais je pense que la Banque publique d'investissement distribue maintenant un fonds qui permet aux particuliers d'investir dans des entreprises de taille moyenne. Mais encore là, les critères sont trop compliqués. Je crois que c'est 5 000 € minimum. Les frais sont importants. L'argent n'est pas garanti. Je partage l'avis de M. de la Rosière. Si cet argent était garanti, ce serait formidable. Et puis, l'argent est bloqué pendant 7 à 8 années. Je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais vous dire aussi qu'au niveau de la Chambre des métiers, nous luttons beaucoup pour simplifier les dispositifs. Car bien souvent, on voudrait aider une entreprise et on ne peut pas. Elle a trop de salariés. Elle n'en a pas assez, elle a trop de chiffre d'affaires, elle est dans une… Là, vous nous énoncez des vrais retours de terrain, j'ai l'impression, M. Gabriel Hollander, qu'on a perdu. Enfin, on vous a à l'image, mais on n'a plus le son. Vous m'entendez, M. Gabriel Hollander? Moi, je vous entends. Oui, je vous entends. Oui, je disais ce que vous évoquez, ce sont des vrais retours de terrain. Bien sûr. Vous voyez, sur les fonds propres, quand une société a des fonds propres négatifs ou pas bons, effectivement, c'est pas bon signe. Mais nous, dans l'artisanat, nous avons encore beaucoup de gens qui sont en entreprise en individuel, en EEI. Et parfois, leurs fonds propres ne sont pas bons, donc ils sont ou insuffisants, donc ils sont bloqués par rapport aux aides, notamment de la région et parfois de l'État, alors qu'une entreprise individuelle, même si elle n'est pas bien en fonds propres, elle est bien souvent en très bonne santé. Voilà un petit peu, je ne voudrais pas être trop long, je m'excuse, mais voilà un petit peu les messages que je souhaitais vous faire passer. C'est vraiment ce que je vis tous les jours auprès de mes artisans sur le terrain. Et on le ressent à travers votre voix dynamique et votre volontarisme. Merci, Monsieur Hollander. Vous restez avec nous, comme Monsieur de la Rosière depuis le début, Monsieur de Butler, Monsieur Romance. Chacun peut intervenir, je le répète, à tout moment, et les internautes peuvent poser leurs questions qu'on nous relaiera et que je renverrai vers vous. Avant de passer la parole à Fanny Ruin, qui est donc la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie, je crois que M. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, est arrivé. J'ai vu son image furtivement apparaître. M. Xavier Bertrand, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fait un moment que je suis là. Bonsoir, bien ravi de vous retrouver également parmi nous. Tour à tour, donc, un certain nombre d'intervenants ont pris la parole. Je ne vous présente pas M. Jacques de la Rosière, M. Stéphane de Butler, M. Sébastien Hormance, M. Gabriel Hollander à l'instant. Tous ont évoqué les difficultés actuelles des entreprises. Alors, M. de la Rosière nous disait qu'elle ne datait pas nécessairement de la Covid. Évidemment, la crise actuelle a démultiplié les difficultés. Comment vous réagissez par rapport à ce ressenti général qui est quand même un peu pessimiste? Il y a des difficultés, il y a du pain sur la planche, comme on dit. C'est bien pour moi, hein? Oui, c'est pour vous. C'est à vous. Bien sûr qu'il y a du pain sur la planche. Vous savez, en septembre dernier, quand il y avait la rentrée, j'indiquais que la hauteur de la vague que nous allions justement connaître était sans précédent. Les gens diront, oh là, attends, t'exagères un peu. Faut plutôt qu'on ait le moral et tout ça. C'est vrai que ça allait un peu à rebours
des discours très, très optimistes qu'on avait entendus notamment, Stéphane s'en rappelle peut-être, à la rentrée des entrepreneurs du MEDEF à Paris, parce que, bon, encore une fois, on ne peut pas avoir une interruption de l'activité et autant d'activités qui restent fermées, je pense notamment à l'événementiel qui est resté fermé. On n'a pas pu avoir aussi une reprise de l'activité automobile, pour ne prendre que ces exemples-là, que la restauration collective, sans même parler des CHR qui sont à nouveau fermés, sans que ça n'ait des conséquences. Je ne suis pas le plus grand économiste qui soit, mais au bout d'un moment, juste avec du bon sens, on s'en rend compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le plan de relance qu'on avait mis en place, il s'est plutôt transformé en plan d'urgence et qu'on est en train de reconvertir une partie de ces fonds pour mettre en place des nouveaux dispositifs, notamment ce qu'on a pu faire sur, à nouveau, suspendre les avances remboursables, les prêts consentis par la région aux entreprises, de façon à ce qu'elles remboursent plus tard. Et comme ça qu'on a mis aussi en place une aide au loyer, qui même pour 500 € est une façon de faire un soutien direct aux commerces de proximité qui ont eu cette fermeture administrative. Donc il faut réorienter. Parce que c'est bien beau de parler de l'avenir, c'est indispensable, j'entendais bien ce que vous disiez, il faut être optimiste, mais on va la traverser, cette crise. On va la traverser, on réussira à rebondir, mais il faut aussi faire en sorte que ce soit un maximum, je dis bien un maximum d'entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, qui puissent rebondir. Mais d'un autre côté, je me refuse à porter des lunettes qui soient des lunettes trop roses, parce qu'on sait pertinemment, notamment dans le domaine de l'aéronautique, qu'on va passer par des mois, voire des années qui vont être difficiles. Là aussi, les gens continueront à reprendre l'avion. Ils y reviendront, mais ça va prendre du temps. Et en attendant, il y a des entrepreneurs qui risquent de se retrouver sur le carreau, comme on les aide à rebondir. Il y a des salariés qui vont se retrouver aussi sans emploi, il faut les aider à rebondir. Donc, on peut dire, on peut faire ce que l'on veut. On a plutôt intérêt à être en mode commando réactif, de façon à tenir avant de pouvoir rebondir et avant de se relancer. La thématique de la soirée, c'est l'agilité de l'entreprise, hein, c'est la capacité de l'entreprise à réagir face à la crise. Ce mot agilité, il vous convient? Oui, surtout qu'en plus, bon, je pense que les collectivités, l'État doivent aussi être agiles. On ne peut pas rester avec nos certitudes, avec nos habitudes. Je veux juste vous donner un exemple de la façon dont on doit se montrer agile. Quand s'est posé la question de savoir si on intervenait sur les loyers, la question qui m'a été posée, mais elle est un peu symptomatique de ce que l'administration, qui cherche à faire au mieux, mais à préserver un peu les intérêts de la collectivité, on est venu me voir en me disant, voilà, comment on fait? Est-ce qu'on met en place des critères, tel ou tel critère, sauf que derrière, si vous n'êtes pas agile et capable de faire simple, ça ne marche pas. Je préfère avoir mis en place un dispositif qui peut aider jusqu'à 50 000 commerces, plutôt qu'un dispositif où vous faites les flonflons, les trompettes, vous tapez sur le torse en disant « regardez ce que j'ai mis en place », et puis à l'arrivée, vous avez quoi? Vous avez 500 000 commerces qui ont été aidés. Et donc, je pense que cette agilité, elle nous oblige à revoir nos process. Et puis aussi, quand on aide vraiment, ou alors on n'aide pas. Mais en tout état de cause, on a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, quelle que soit la taille. Hein. J'entendais Gabriel, j'entendais Sébastien également, j'entendais Stéphane. Il faut vraiment se dire que, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité, il faut vraiment être à leur côté, parce qu'après, il y a aussi un autre phénomène qui joue. Hein. C'est que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes bien souvent seul. Vous pouvez avoir des réseaux d'amis, vous pouvez avoir des partenaires, vous pouvez avoir des prestataires. Mais moi, je sais, j'étais entrepreneur, ce n'est pas si facile que ça et porte sur vous une double responsabilité, celle de votre affaire et puis celle de vos salariés. Et donc, c'est aussi une période particulièrement éprouvante. Donc, il y a des opérations, des initiatives qui ont été mises en place. Je pense notamment à la CPME, justement pour le soutien aux entrepreneurs. Il faut qu'on fasse vraiment feu de tout bois et qu'on n'oublie pas également cette dimension. Elle est très, très importante. Une question précise de Anne qui nous l'a envoyée via le web. Que faites-vous? Alors, elle s'adresse vraiment à un secteur en particulier. Je ne voudrais pas faire de différence, mais cette question a le mérite d'être posée. Que faites-vous pour aider le monde du spectacle? Alors, vous Xavier Bertrand, au niveau de la région des Hauts-de-France, et puis tous les autres intervenants au niveau de leur responsabilité. Comment relancer l'économie de ce secteur qui est tout particulièrement touché? Bon, déjà, on va aussi dire les choses franchement. Moi, je suis président des Hauts-de-France, je n'ai pas la responsabilité de l'État. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour me planquer. Hein. Ce n'est pas pour me planquer, ce n'est pas le genre de la maison. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, toutes les collectivités, que ce soit les intercommunalités, les départements ou les régions, on n'a pas les moyens de l'État pour agir. Nous, on ne peut pas voter un budget en déficit. Et on ne peut pas faire financer par de la dette nos dépenses de fonctionnement, ce que l'État peut faire, le fameux quoi qu'il en coûte, même si le quoi qu'il en coûte
il faut bien voir qu'il n'y a pas d'argent magique non plus. Bon. Donc, les décisions de fermeture administrative ont été prises par l'État et j'estime que là, c'est à l'État d'assumer les choses. Alors, quand vous dites le secteur du spectacle, c'est quoi? C'est l'événementiel qui est fermé depuis maintenant plus de 9 mois ou c'est le secteur de la culture? Parce que sur la culture, on a décidé, même si les manifestations n'avaient pas eu lieu, de maintenir les subventions. On peut nous dire que ce n'est pas de la bonne gestion, mais il faut savoir si on veut les retrouver après. On a mis en place pour le secteur de l'événementiel, il faut savoir que c'était en partie avec un dispositif région qui est le Fonds de solidarité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà des plans, il faudrait être capable d'avoir une forme de loi d'indemnisation pour tous ceux qui ont été fermés ou impactés par justement le Covid, que ce soit une décision administrative, que ce soit des conséquences. Parce que vous prenez notamment les cafés, hôtels, restaurants ou le secteur de l'événementiel. Il y a des prestataires derrière qui sont directement impactés. Et il faut qu'on fasse attention à ce que la limite de 50% de baisse du chiffre d'affaires, elle ne vienne pas planter ou priver de ressources quelqu'un qui a 48 ou 49%. Donc, la question, c'est est-ce qu'on les aide à tenir? Je pense que c'est indispensable. Et derrière, je ne veux pas aller trop loin ou trop vite, qu'il faut que j'en parle avec ce secteur-là. C'est peut-être aussi pour qu'on se prépare à une forme de rebond, c'est-à-dire notamment sur le spectacle, l'événementiel, sur à nouveau les salons, les congrès, de mettre en place un dispositif pour que plus vite ça reprenne dans la région, que ce soit à Lille, que ce soit à Amiens, que ce soit, quand je dis ça, c'est parce qu'on a des lieux d'exposition importants. C'est aussi peut-être ce rebond-là qu'il faut préparer. C'est aussi à ça que va servir le plan de relance, très clairement. Et puis, il y a aussi un autre aspect. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut bien voir. Juste, excusez-moi, je finis juste cette phrase, sans être trop long. Vous savez, tous là, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ce n'est pas de l'argent pour tenir. Ils veulent juste avoir le droit et une aide à retravailler. C'est ça qu'ils veulent, le plus tôt possible. Et là, il faut aussi qu'on fasse attention à ce que dans les décisions qui sont prises, il y ait un maximum de bon sens. Tiens, je vous donne un exemple. J'ai encore des restaurations scolaires, même avec moins d'élèves, où il y a 300, 400 élèves qui déjeunent le midi. Et nos restaurateurs ne peuvent pas ouvrir avec 30 ou 40 couverts. Les restaurants d'entreprise sont ouverts, mais les restaurateurs ne le sont pas. Il faut qu'on fasse très attention parce que ce deux poids, deux mesures, aujourd'hui, il est très, très mal supporté. Alors, je disais donc Jacques de la Rosière, Oui. Stéphane de Butler, Sébastien Hormans, Gabriel Hollander, n'hésitez pas à intervenir et profitez aussi de la présence moi, je voulais juste Xavier Bertrand, que vous rencontrez sans doute par ailleurs, pour évoquer avec lui tous ces sujets. Et si vous avez une volonté d'intervenir, vous me faites signe, il n'y a aucun souci, on se passe la parole mutuellement. En attendant, eh bien, c'est Fanny Ruin qui va reprendre le fil de cette table ronde. En tant que chambre consulaire, qu'avez-vous mis en place, vous, pour les entreprises? Vous êtes au centre du débat. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que être chef d'entreprise, mais c'est forcément être agile. C'est ce qu'on est, c'est dans notre ADN. Maintenant, il faut aussi avoir un terreau qui soit propice. Un terreau propice, c'est quoi? C'est de la souplesse. Et c'est aussi pour ça que dès le deuxième jour du confinement, j'ai écrit au cabinet du ministre, comme d'autres, pour demander à minima l'ouverture sur rendez-vous. Et puis la souplesse, c'est aussi, parce qu'on a fait, ce que j'ai fait en tant que secrétaire de CCI France, c'est de la souplesse dans les horaires d'ouverture et une ouverture le dimanche. Le chef d'entreprise, voilà, il a besoin de cette souplesse. Et puis, il a besoin de simplicité. Et ça va être ce que la CCI va apporter, parce qu'on va être facilitateur sur le fait de décortiquer les aides. Et surtout de la sécurité. Et la sécurité, ça, Xavier le disait, hein, on a beau être jouet collectif, ça, c'est l'État qui peut nous le donner. La sécurité pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir de la visibilité sur ses achats. C'est par exemple savoir qu'il ne va pas être reconfiné dans 15 jours et qu'il puisse anticiper la suite. Donc, ce qu'on a mis en place au niveau de la Chambre de commerce, c'est un accompagnement concret sur le terrain parce que c'est de ça dont les entrepreneurs ont besoin. C'est du concret. Avec un numéro unique dans les Hauts-de-France qui est le 03 59 75 10 00. On a créé les aides.fr, qui est un outil qui est national, mais qui est d'Amiens, qui recense toutes les aides. En fait, le chef d'entreprise va rentrer son numéro de SIRET et va pouvoir avoir déjà toutes les aides possibles. Ce sont les aides effectivement de l'État, de la région, des collectivités locales qui sont recensées. Et puis, aujourd'hui, beaucoup d'appels vers les entreprises. Hein. Il y a eu 30 000 commerces d'appelés au niveau de la France, 30 500 au niveau des PME. Beaucoup de renseignements autour de l'emploi et des mesures à l'embauche des jeunes, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Le financement PGE, bien sûr.
avec 3255 entreprises, soit 478 millions, je crois, sur le département. Fonds de solidarité également, avec 9525 entreprises d'aider. Et puis, encore une fois, être facilitateur. Et on a une grosse demande sur le numérique. Et je remercie Xavier Bertrand de l'aide qu'il apporte sur ce sujet, parce que c'est vraiment primordial et c'est vraiment le lien. C'est ce qui permet aux commerçants, c'est ce qui a permis aux commerçants principalement de garder le lien avec les clients, ce qui est important avec le click and collect. On a mis en place une page Facebook, Actu Commerce, un site de géolocalisation aussi. Et puis, grâce aux aides, on peut proposer aussi des diagnostics. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pragmatique et c'est ce dont les entreprises ont besoin. On se rend compte aussi que les entreprises et notamment les industries sont vraiment sur le monde d'après et sont en train de travailler sur l'innovation. Il ne faut pas oublier la formation, notamment la formation de nos jeunes. Et puis, je ne vais pas être trop longue, mais je suis quand même inquiète. Il y a la santé financière des chefs d'entreprise, mais il y a aussi cette détresse morale qu'on sent, qu'on entend, que les collaborateurs de la Chambre entendent tous les jours, et la colère. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, parce que lors du premier confinement, finalement, bon, il y avait une forme de justice, tout le monde était fermé. Aujourd'hui, c'est très aléatoire et ça crée beaucoup de frustration et vraiment une grande détresse. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un partenariat signé entre CCI France et APESA, qui est un soutien aux chefs d'entreprise. Et j'ai envie de dire à tous les chefs d'entreprise qui nous entendent de ne pas hésiter à composer le 0805 65 50 50. 0805 65 50 50. Parce qu'il ne faut pas que vous restiez isolés. Et je tenais aussi à saluer quand même le travail collectif qui a été fait, notamment au niveau des syndicats, pour que les entrepreneurs ne restent pas seuls dans leur détresse. Et puis, vous avez évoqué des numéros de téléphone et des informations qui sont sur le site, j'imagine, de la CCI, qu'on peut retrouver sur le site internet de la CCI. Tout à fait, bien sûr. N'hésitez pas et franchement, tous les collaborateurs sont mobilisés sur le sujet. C'est vraiment primordial que les chefs d'entreprise puissent contacter tant le numéro de la Chambre ou le numéro d'APESA s'il y a une détresse psychologique. Et puis, moi, ce que j'ai envie de demander aussi aux clients, c'est vraiment d'être responsable et puis plus que jamais, consommons local. Fanny Rouen, c'est bien, on parle bien d'une situation d'urgence, comme disait Xavier Bertrand, une aide d'urgence. Monsieur Stéphane de Beutler veut prendre la parole. Il n'a peut-être pas été très content de vous entendre parler du monde de demain. C'est une expression qu'il n'aime pas beaucoup, Stéphane de Beutler. Non, c'est pas ça. C'est que le monde de demain, il va falloir, on va pas le décréter, il va falloir vivre avec, il va falloir se battre pour ce monde de demain. Et c'est pas en inventant un terme qu'on va résoudre le problème. C'est bien de le poser malgré tout. Moi, je voulais dire, dans les mesures qui sont à prendre aujourd'hui, en fait, il y a 3 niveaux d'avenir. Xavier Bertrand a bien parlé du niveau court terme. Le court terme, c'est faire en sorte que notre système tient, que nos entreprises puissent ne pas mourir à très court terme pour reprendre demain. Donc, c'est une question d'urgence vitale. Jacques de la Rosière a évoqué plutôt les conditions fondamentales qui permettent de se redéployer sur le long terme. Et puis, il y a aussi des mesures à moyen terme. Et moi, je voudrais bien penser à la filière. Il y a une filière aujourd'hui qui est vraiment créatrice d'emplois, c'est la filière du bâtiment. Et aujourd'hui, la filière du bâtiment, quand on crée des bâtiments, ça veut dire qu'on croit à l'avenir et ça veut dire aussi qu'on investit sur l'avenir puisqu'un bâtiment va porter 15 ans, 20 ans de développement. Et moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il faut de l'agilité du système. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un bâtiment prend du temps à démarrer? C'est parfois l'instruction des permis de construire, l'instruction des projets. Et si on veut aller vite et redonner du business au bâtiment, le bâtiment est aujourd'hui en difficulté, c'est permettre à tous les projets des industriels, des entreprises de services, à tous ces projets qu'ils puissent être accélérés immédiatement pour donner du travail aux entreprises de bâtiment. On risque de perdre d'abord, des points de compétitivité, on risque de perdre des compétences et on risque de perdre des entreprises. Et je voudrais bien attirer l'attention là-dessus. Il faut donc aujourd'hui un système agile et volontaire pour essayer de réduire les délais.
Donc ça me paraît être important. Il y a aussi un point sur le plan de relance. On estime, nous, qu'il faut soutenir les projets qui amènent à déboucher sur du bâtiment. Parce qu'un bâtiment, il faut avoir conscience qu'1 million de travaux, c'est 10 emplois pendant 1 an et demi. Et ça va très vite. Un bâtiment de 10 millions d'euros, c'est 100 emplois. Si on peut faire te dire ça, ce sera une bonne chose. Je voudrais également attirer l'attention sur le fait qu'on considère, comme l'a dit Fanny, sur le dispositif APESA, qui est aujourd'hui géré par le tribunal de commerce d'Amiens, qu'il est important de soutenir les chefs d'entreprise à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que si le chef d'entreprise est défaillant, son entreprise va être défaillante. Et donc, il faut que le chef d'entreprise soit au rêne d'une entreprise qui est en crise, mais également, il faut qu'il ait de la visibilité, de l'horizon pour l'avenir, pour faire en sorte que son entreprise reparte et puisse muter, puisse être agile. Donc, il faut que le chef d'entreprise prenne de la hauteur. C'est pour ça qu'au MEDEF, on accompagne les chefs d'entreprise dans une série de rencontres sur un certain nombre de sujets. On a organisé depuis le début de la crise 100 réunions. On a eu 1000 personnes qui se sont connectées sur nos réunions pour leur permettre de tenir pendant la crise et de regarder demain et de rebâtir leur entreprise sur un certain nombre de sujets. C'est absolument nécessaire que toute la bienveillance soit sur les salariés, sur l'administration, sur les chefs d'entreprise, sur l'ensemble des composants de notre société. Et je dirais le terme bienveillance est quelque chose d'extrêmement important si on veut garder notre pacte social aussi dans une période de crise. Voilà. Merci Stéphane de Beutler. Vous parlez des problèmes de délai, notamment vous avez évoqué le permis de construire. C'est vrai que ces problèmes administratifs, on en entend quand même souvent parler. Est-ce que tôt ou tard, Xavier Bertrand, vous avez peut-être un élément de réponse pour nous, est-ce que tôt ou tard, on va s'en sortir avec ces délais administratifs qui sont toujours compliqués, qui découragent les entrepreneurs comme tout un chacun dans ce pays? Ça dépend. Si vous laissez les technos demander de supprimer la techno, vous pouvez toujours courir. Demandez à quelqu'un de si la branche sur laquelle il est assis. Vous avez déjà vu un roi, vous, abolir la monarchie? Vous croyez que vous allez avoir un techno qui va abolir la technostructure? Donc, effectivement, si vous voulez changer ça, il faudra un jour vraiment quelqu'un qui se donne les moyens de tout changer. Le vrai problème, je vais vous dire, j'étais encore tout à l'heure avec des investisseurs qui sont en train de regarder entre différentes régions d'Europe. On a réussi dans la région à mettre en place un contrat d'implantation. Ce n'est pas qu'on est plus malin qu'ailleurs, mais on est capable de réduire les délais administratifs. Pas encore autant que je voudrais. Bon, mais toujours est-il que ça leur a parlé, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est de la facilité pour s'implanter. Mais le problème, c'est que ce qu'on est quand même parfois capable de faire, regardez, on l'avait fait pour Toyota, on l'avait fait pour Disney. Alors là, tapis rouge. Wow, les formalités, alors là, la vitesse d'un TGV. Par contre, vous voulez faire une modeste extension, alors là, ce n'est pas la vitesse d'un TGV, c'est la rapidité d'une Micheline. Or, le problème, il est très simple. Tant qu'on n'aura pas compris que cet impôt paperasse, la façon dont on entrave, c'est quelque chose qui pénalise le business, on n'aura rien compris. Mais encore une fois, demander là-haut de simplifier les choses, jamais. Jamais. De toute façon, dès qu'il y a un politique qui vous dit qu'il va simplifier, notamment la fiche de paye, attendez-vous de voir des lignes supplémentaires. Donc, la seule façon de faire, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà essayé de faire bouger les choses, notamment à la région, pas encore assez, mais la preuve qu'on peut le faire, c'est de chercher à faire simple. De toute façon, en politique, c'est facile. Hein. Si ce n'est pas simple, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et pour les entreprises, si ce n'est pas rapide, on laisse tomber. On laisse tomber. Bien souvent, quelqu'un qui a vraiment besoin de se développer va le faire. Mais encore une fois, si vous attendez que ça vienne d'en haut, alors là, vous pouvez toujours courir. Hein. Voilà, le temps de l'entreprise et le temps de la politique n'est donc pas le même. Est-ce que… À moins que la politique se mette au rythme de l'entreprise. Vous savez, on dit souvent qu'il faut comparer, ce n'est pas comparable. Si, c'est comparable à une condition. C'est qu'on comprenne que la politique, c'est une entreprise où tout le monde est client. Les gens qui vont bien comme les gens qui ne vont pas bien. C'est ça la différence. C'est qu'on doit s'occuper de tout le monde. Mais le reste, le vrai sujet, vous savez, la crise du politique, c'est avant tout une crise du résultat. Hein. Il y aurait des résultats à nouveau en politique où on réussirait à améliorer la vie des gens, la vie des entrepreneurs. Les gens ne tourneraient pas le dos à la politique comme ils le font. Hein. Il est bientôt 19h35. Cette table ronde touche déjà à sa fin. Il nous reste quand même quelques minutes. Je voudrais revenir vers monsieur Sébastien Hormans parce que tout à l'heure, on lui a un petit peu coupé la parole. On avait des problèmes de son. Est-ce que c'est résolu et est-ce que vous voulez reprendre la parole, monsieur Hormans?
Oui, j'espère que c'est résolu. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, plusieurs choses par rapport à ce qui a été dit. Bon, je suis complètement d'accord avec le président Xavier Bertrand sur ses propos, sur l'amélioration de la situation française. Il faudra à un moment donné faire des choix et j'espère qu'ils se feront. Nous, quand même, à la CPME aujourd'hui, on a quand même une vision qui vise à trouver des solutions concrètes aux problèmes quotidiens des entrepreneurs qui sont adhérents à la CPME, et y compris d'ailleurs ceux qui ne le sont pas encore, notamment au travers d'une équipe de 5 experts qui se réunissent chaque semaine pour traiter concrètement, c'est-à-dire que si un problème URSSAF, on va appeler le directeur général de l'URSSAF et on va régler le problème. Si un problème avec le fisc, on fera la même chose avec la DGFiP. Grâce à ces contacts-là, on est extrêmement efficace. On vient de créer aussi avec la région, et je remercie Xavier pour son soutien, ce qu'on appelle un GPA, qui est un groupe de prévention qui permet justement aux entrepreneurs qui risquent de C'est le rencontrer préfet des aussi qui a difficultés. été formidable. Et le préfet également, oui, tout à fait, merci, Président. Puisque ça s'est fait très vite, il y a eu une très grande réactivité, je tiens à le signaler. Et ce dispositif est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'anticiper des difficultés et de trouver des solutions. Donc, tous ces éléments, moi, me rendent quand même, alors, pas forcément optimiste, mais en tout cas, on sait qu'on a aujourd'hui les moyens d'aider les entrepreneurs qui sont dans une période difficile. Après ça, j'aime beaucoup le terme d'agilité parce que pour passer cette crise, il faudrait être agile. Si on attend qu'effectivement le pouvoir change et que des décisions de nouvelles lois soient promulguées, je ne suis pas certain que les entreprises n'auront pas fermé avant. Donc, il faut trouver des solutions dans le contexte actuel, favoriser effectivement de bonnes idées comme celle de Monsieur Delarosière, comme celle aussi que le président Xavier Bertrand a évoquée juste avant. Et je crois qu'on sera en mesure, comme ça, de passer cette crise. À la CPME, on a une grande fierté, c'est que parmi nos adhérents, actuellement, on a plus de 80, dans la Somme, en tout cas plus de 98% de nos adhérents qui ont, pour l'instant, passé cette partie de la crise. Et on continuera à les suivre pour la suite, et je suis convaincu qu'on aura de bons résultats, parce qu'il y a des solutions, parce qu'il y a aujourd'hui des acteurs publics ou privés qui ont envie que ça se passe bien et qui offrent des solutions concrètes et pragmatiques. Sébastien Romance, puisqu'on vous a retrouvé cette fois-ci avec un son de très grande qualité, je vous rassure. Vous êtes donc le président, on l'a dit, de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme. Une question que je vais poser à tout le monde, alors vous pouvez préparer vos réponses, qui nous vient d'un internaute, Patrick, qui demande en quoi cette crise est différente des autres. Cette crise est différente des autres, d'abord parce que c'est la première crise pandémique que connaît l'Europe. C'est la première fois qu'une maladie crée un mouvement aussi violent et aussi important. On a eu une crise très violente en 2008 avec la crise des subprimes. Là, c'est très différent parce que au-delà de la crise économique, il y a une crise aussi psychologique. C'est quand même un mode de vie complètement différent de sortir avec un masque, d'avoir des contraintes d'heures de sortie, de ne plus pouvoir aller au restaurant. Et c'est vraiment une crise d'une grande profondeur. Et à ce titre, le point positif qu'on pourra retenir quand même de cette crise, c'est que ça va nous préparer, parce qu'il est tout à fait possible que dans un avenir plus ou moins lointain, on ait une autre pandémie et on sera beaucoup plus près. Si vous regardez la réaction notamment des pays asiatiques qui avaient déjà connu une crise sanitaire à peu près identique, ils ont su réagir beaucoup plus vite et aujourd'hui, ils sont dans une situation, alors pas seulement économique, sociale aussi, meilleure que la nôtre pour la plupart. Je pense que cette expérience nous permettra de mieux aborder ce type de crise qui sont par définition très violentes. Gabriel Hollander de la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous partagez, j'imagine, l'avis de monsieur. Oui, alors je partage tout ce qui a été dit, notamment ce qu'a dit Sébastien, ce qu'ont dit Fanny, pour rappeler à tous nos collègues chefs d'entreprise que plus que jamais, il faut qu'ils se rapprochent de leurs organisations professionnelles et de leurs chambres consulaires. Par nature, les chefs d'entreprise, et notamment dans l'artisanat, on est indépendants. Mais là, il ne faut pas rester seul et on voit bien tout ce qu'on est capable de faire tous ensemble et avec nos responsables politiques. Cette crise, bien sûr, alors moi, j'en ai connu aussi, les crises financières, ainsi de suite. Mais ce qu'il y a de particulier, elle est imprévue, bien sûr, mais elle est à la fois économique mais sanitaire. Je dirais même au départ sanitaire. Car avant cette crise sanitaire, l'économie ne se portait pas trop mal. Et on a eu la crise du pétrole, on a eu de 2008 les finances. Mais là, c'est quand même la première fois qu'une grosse crise nous arrive du côté sanitaire. Je crois que c'est ça. Et comme ça a été dit, je crois qu'il faut toujours optimiser et il faut en profiter pour que les entreprises prennent des virages
qui sont maintenant incontournables, je pense, on en a parlé au numérique. Moi, je vois dans l'artisanat, on a encore un peu de retard. Et moi aussi, je remercie notre président Xavier pour les aides qui sont faites dans ce domaine-là. Bah maintenant, toutes nos entreprises, quelle que soit la taille, se rendent compte que le numérique, le click and collect, le digital, c'est devenu incontournable. Et je profite que Xavier soit là pour le remercier pour toutes les aides mises en place. Et il sait qu'on y a participé aussi. Et j'apprécie beaucoup parce que parfois ces aides sont modifiées, complétées. Et puis, si on pouvait encore faire une petite amélioration concernant parfois des blocages à cause des montants de chiffre d'affaires ou du nombre de salariés, ça serait parfois pas mal. Je vois, il y a une aide qui est formidable en ce qui nous concerne, qui est le soutien à la mobilité des artisans et commerçants. Et vraiment, c'est vachement bien pour acheter des camions et tout ça. Mais le problème, c'est que au-dessus de 10 salariés, ça ne marche pas. Alors, la région a amélioré parce qu'avant, c'était au maximum 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La région a amélioré, c'est maintenant 2 millions. Bon, bah, si on pouvait, par exemple, augmenter un peu le nombre de salariés, on a beaucoup plus d'entreprises qui pourront en bénéficier. Mais je reconnais que c'est très, très bien et qu'on a la chance de pouvoir fignoler ces dispositifs. Stéphane de Butler. Pardon, Xavier Bertrand, vous n'a pas entendu. Faudrait le mettre à quoi, Gabriel? À 20 salariés? C'est toujours difficile de mettre un seuil, mais 20 salariés, ça serait très, très bien. Vous êtes passé d'1 million à 2 millions. Je fais la réunion de travail. Je fais la réunion de travail en live, mais je vais vous dire aussi un truc quand vous parlez d'agilité. C'est que moi, je m'en moque maintenant de mettre en place des dispositifs sur le papier. Il faut que ça marche. Et la chance qu'on a, si on est plutôt agile ou efficace, je ne sais pas, c'est parce qu'on bosse beaucoup avec les différentes chambres, les différents syndicats. Et si vraiment on ne veut pas faire, ça arrive qu'on dise non, il faut dire pourquoi. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir véritablement la cible de ceux qui ont besoin. Et quand tu me dis ça, les 20, écoute, on va regarder, on va voir avec vous. Mais c'est vrai quand même que le partenariat qu'on a nous permet d'éviter de faire des erreurs, je pense, et nous permet peut-être d'arriver à être plus efficace. Le dispositif foyer, je vais vous dire, c'est aussi tout ce qu'on a fait avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, où on s'est aperçu que si on mettait des critères dans tous les sens, au final, on n'allait toucher personne. Donc, Gabriel Hollande, on est bien d'accord. La réponse en direct. C'est parfait. Je voudrais poursuivre et terminer. On va être obligé d'accélérer un petit peu avec Stéphane de Butler. Et avant de donner le mot de la fin à Fanny Irouin, Michael Tasser et bien sûr Jacques Delarosière pour la synthèse, je voudrais vous demander, Stéphane de Butler, finalement, une crise comme celle-ci, par essence, elle est imprévisible. Alors, est-ce que si par malheur on avait une troisième vague, on peut déjà envisager des choses? Aujourd'hui, la deuxième vague, on la digère mieux parce qu'on est entraîné. On a déjà mis des réflexes en place, on a fait adapter la réglementation. Enfin, on a rendu le système plus agile parce qu'il fallait le réadapter. Poser la question de savoir en quoi cette crise elle est différente aujourd'hui, elle est particulière. Elle a une caractéristique, moi je dirais, c'est qu'elle est mondiale. Et ce qui est intéressant dans ce côté mondial, dans cette crise mondiale, c'est qu'on a l'effet positif de cette crise, c'est qu'il y a une coopération internationale considérable qui s'est organisée. Et on a une coopération à tout niveau, c'est-à-dire qu'au niveau des organisations patronales, on a travaillé, je dirais, avec les préfectures, on a travaillé avec nos organisations nationales, on travaille avec nos membres. Et aujourd'hui, on est dans une solution de la coopération tout niveau à l'échelle internationale. Et ça, c'est quelque chose de très innovant. On a créé des vaccins à des vitesses grand V. On a fait des progrès énormes en matière d'innovation. Il faut regarder ça aussi. Notre société va muter. Et aujourd'hui, comment on va aborder cette mutation? Grâce à l'agilité, bien évidemment. Mais aussi grâce à la coopération, la bienveillance. J'y reviens. C'est une voie de sortie qui serait sûrement par le haut. Jacques Delarosière, une petite synthèse de tout ce qu'on a entendu ce soir en quelques mots. Oui, peut-être pas une synthèse parce que le débat a été très riche. D'abord, sur la caractéristique de la crise par rapport aux situations plus normales. Dans les situations plus normales, ce sont les entreprises en difficulté qui ferment. Dans le cas de la crise que nous avons ici, c'est l'État qui ferme l'économie. Parce qu'il est impréparé, si je puis dire, à la survenance pourtant assise sur de très nombreux rapports d'une pandémie.
Donc, ce n'est pas les entreprises qui sont à l'origine de la fermeture, c'est l'État qui est obligé de fermer pour réguler toute l'économie selon le nombre de lits d'hôpital disponibles. Alors ça, c'est tout à fait particulier. Alors, la synthèse, je ne l'ai pas, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'a dit Xavier Bertrand est fondamental. On ne peut pas redonner de l'agilité et de la crédibilité aux entreprises si elles n'existent plus. Il faut qu'elles survivent. Et il s'est attaché dans sa région à ce que les processus qui permettent de survivre, et vous avez été tous très éloquents là-dessus, soient mis en place. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que M. de Butler a raison aussi quand il plaide pour une action à moyen terme qui permettrait de faire revivifier un certain nombre de métiers, de filières qui sont actuellement particulièrement touchés. Ça, c'est une très bonne idée et c'est, si je puis dire, le niveau au-dessus. Et puis, vous avez le niveau que j'ai essayé de dépeindre dans ma petite allocution d'entrée et qui est celui de l'avenir. Je reste persuadé que quand on compare les différents pays face à la crise, il y a des différences fondamentales. Il y a des pays comme en Allemagne où les entreprises sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus fortes que chez nous parce qu'elles ont beaucoup plus de fonds propres, parce qu'elles ont moins de charges et parce qu'elles sont assises sur une technologie qui est une technologie innovante. Chez nous, c'est moins le cas. Et donc, il faut prendre toutes ces insuffisances dans un plan, mais ça comme vous voulez, un plan Marshall ou autre chose, certainement pas, je ne l'appellerai pas un plan de relance, je l'appellerai un plan de revivification de notre industrie, qui, ne l'oublions pas, a fondu comme neige au soleil depuis 20 ans. Et donc, avec ces trois niveaux, c'est-à-dire le niveau immédiat, celui où il faut rester en vie, et je suis d'accord avec M. Bertrand sur l'idée qu'il a émise très rapidement, et qui est ce qui est d'origine étatique, c'est-à-dire les conséquences économiques de la fermeture partielle ou totale des entreprises, doit être pris en charge par l'État. Parce que ça, c'est un principe fondamental. Et je suis d'accord avec lui là-dessus, même si ça coûte cher. Et puis, il faut ensuite faire les autres choses qu'on a dites. Et je trouve que la réunion de ce soir, avec des gens qui sont proches du terrain, est fondamentale. Et je lâche une dernière petite idée, c'est que plus on le fera sur le terrain, c'est-à-dire dans les collectivités locales, et moins on sera totalement dépendant du fonctionnaire à Bercy ou ailleurs, mais à Paris, ça sera mieux. Et vous avoir écouté sur ces sujets ce soir me donne la certitude que ce que je viens de dire est fondamentalement important. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Jacques Delarosière. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur général du FMI, l'ancien gouverneur de la Banque de France et l'ancien président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le mot de la fin, bien sûr, avec Michael Tassard, le rédacteur en chef du Courrier Picard, et Fanny Ruin, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie. Fanny Ruin, je vous donne la parole tout d'abord. Déjà, merci à tous. Je pense que dans les pires scénarios, on n'aurait jamais imaginé un monde avec tous les aéroports fermés, une crise sanitaire et économique mondiale. On a la chance d'être dans les Hauts-de-France aujourd'hui. On voit qu'autour de cette table, ou plutôt autour de toutes ces tables, on est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas de techno, on veut du concret et on en a marre des millefeuilles. Ça, c'est clair et le constat est évident. J'ai entendu parler de facilitateur, de rapidité, d'agilité, de bienveillance. La bienveillance, je crois que c'est toi, Stéphane, qui l'a évoqué, c'est quelque chose de primordial. Et puis d'être soudé et de se serrer les coudes. Et je pense que ce sont vraiment les éléments qui sont les conditions sine qua non de cette sortie de crise et d'une sortie de crise vers le haut. Un mot aussi qu'on a prononcé, c'est l'innovation et on est obligé d'en passer par là.
Voilà. Et en tous les cas, merci à tous pour d'être présents et aussi d'être présents au quotidien des chefs d'entreprise parce que on est vraiment les maillons d'une chaîne et c'est ensemble qu'on y arrivera. Merci Fanny Ruin, merci d'avoir maintenu ce rendez-vous des entrepreneurs malgré les conditions délicates, on le sait, hein, encore une fois, nous sommes en distanciel, hein, c'est un mot qui est devenu maintenant courant. Michael Tassard, voilà, avec le Courrier Picard, on a tenu parole, on a réuni les acteurs du secteur économique pour essayer de voir ce que l'on pouvait encore faire de mieux et encore mieux et encore mieux. Et oui, effectivement, et puis l'agilité, on montre aussi que nous, ce soir, de tenir cette réunion-là, qui est un rendez-vous qui nous est cher maintenant, montre aussi que à tout problème, on arrive à contourner et finalement, on est là encore cette année. Moi, ce que je retiens de ce que je viens d'entendre ce soir, c'est qu'on accuse la presse de ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. À la région, je sais que c'est un sujet qui vous parle aussi, mais alors c'est vrai que dans l'économie, depuis le début de l'année, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, il y en a. En revanche, ce qu'on a entendu ce soir, c'est qu'il y a du monde à la barre et qu'on traverse une crise, mais que finalement, toutes et tous, vous avez chacun, à votre échelle, avec les entreprises qui adhèrent à vos organisations, déterminer un cap. Et en fait, après cette réunion de ce soir, on a envie de se retrousser les manches et puis de se dire, finalement, oui, la crise est là, et tout le monde a la solution ou pense l'avoir ou en tout cas travaille à l'avoir. Donc, ça nous donne bon espoir. Et c'est aussi à cette économie-là, il n'y a pas que l'économie des trains qui n'arrive pas à l'heure, il y a aussi cette économie qui bouge et qui s'invente et qui résiste aux crises. Et c'est aussi à cette économie-là qu'on veut donner la place dans nos pages. Merci Michael Tassard. Et je vous remercie. Sur une note d'espoir, merci à tous, Jacques Delarosière, Xavier Bertrand, Stéphane de Beutler, Sébastien Hormans, Gabriel Hollander et bien sûr Fanny Ruin pour cette réunion des rendez-vous des entrepreneurs, cette table ronde, on l'appelle comme on veut. Je voudrais juste ajouter que le Courrier Picard sort le guide des entrepreneurs et de l'économie régionale 2021, NOAS Somme. Vous pouvez le trouver au Courrier Picard, au siège du Courrier Picard. Si vous voulez qu'on vous l'envoie, vous n'hésitez pas, vous appelez le siège du journal au 03 22 82 00, 03 22 82 00, et on vous enverra ce guide des entrepreneurs. Vous pouvez aussi retrouver sur le site internet toutes les formalités nécessaires pour l'obtenir. C'est un guide qui peut être très utile en ces temps difficiles. Merci à tous. Passez une bonne fin d'année, malgré des conditions un peu délicates, mais on va sauver Noël, on l'a dit. Et puis, on se retrouve prochainement pour une autre réunion, une autre table ronde, vraiment ronde celle-ci. Merci, bonsoir. Et merci au Bonsoir. Merci à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci.